Nous sommes le 29 janvier, bienvenue à tous et toutes dans Monde des Arts. On a 35 minutes pour parler du mouvement Girls Code, la féminisation revendiquée du terme boycott, symbolisé par ces petits vers que vous voyez derrière moi, des vers de terre inspirés des dessins d'Anouk Ricard, Grand Prix d'Angoulême l'an dernier, vous savez, la créatrice d'Anna et Froga. Et justement, tout a commencé il y a 2 mois plus ou moins, en novembre dernier, avec l'annulation du festival de BD d'Angoulême, qui devait se tenir en ce moment. Dans une tribune, 285 autrices de BD ont signé un manifeste contre la société 9e Art Plus, organisatrice de ce festival, et sur leur incurie face aux violences sexistes et sexuelles, et puis aussi l'opacité de leur gestion. Dans la foulée du refus de participer cette année au festival, sont nées les fêtes interconnectées de la BD. Elles ont débuté hier dans une quinzaine de villes en France, en Espagne, en Belgique, à Mons pour la Belgique et bien sûr à Bruxelles, qui n'est pas en reste, loin de là. Une foule d'événements, on va en parler dans cette émission, est prévue. Jusqu'à dimanche, des expos, des tables rondes, des débats, des discussions. L'idée, en fait, c'est de mettre en lumière les autrices et les dessinatrices, coloristes aussi de bande dessinée, les enjeux de ces professions. Et ce ne sont pas les problèmes qui manquent, on va en parler. Précarité, sexisme, racisme, LGBT-phobisme, et j'en passe. On va en parler avec nos invités. Maya, tout d'abord. Bonsoir Maya. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ici. Maya Amilcaro Berlin, vous venez de sortir de l'école, plus ou moins, vous? Oui, en juin. Je viens juste de terminer. J'étais à l'ESA Saint-Luc à Bruxelles. D'accord. Et il y a déjà quand même La chasse à l'ours qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Il y a 3 ans maintenant, dans une petite maison qui s'appelle Du Noir sous les ongles. Et du coup, c'est un petit projet que j'ai fait avec eux, mais qui a eu une chouette vie et qui a pris de l'ampleur un petit peu. D'accord, on en reparlera en fin d'émission. Ça s'appelle La chasse à l'ours. On peut le retrouver dans les bonnes librairies, comme on dit. Et puis il y en a un autre aussi, mais on va en parler. Alix Garin est avec nous. Bonsoir Alix. Bonsoir. On vous connaît un peu plus parce que je vous avais reçu déjà dans le courrier recommandé pour Ne m'oublie pas, je crois, au Lombard, et Impénétrable au Lombard aussi. Girls Code, il fallait y participer de toute façon. C'était une évidence pour vous? Oui, une évidence parce que ça collait à mes valeurs et que je trouvais ça absolument important de réinventer un peu la façon dont on célèbre la bande dessinée après tout ce qui s'est passé, les scandales récents au Festival d'Angoulême. Ouais, même état d'esprit pour vous, Justine Sau, bonsoir. Bonsoir. Vous, je vous ai reçu aussi pour Wax récemment. Même état d'esprit qu'Alix? Oui, pour moi, c'était obligé. En fait, il fallait soutenir ce mouvement. Il était impressionnant par son ampleur, par sa cohérence, par sa fraîcheur aussi. Ouais, c'est une première en fait. Hein. Oui, carrément. Ouais. Donc, il fallait que j'en fasse partie. Ça n'a pas été une question. On va essayer d'expliquer ce que c'est que ce mouvement ce soir avec vous aussi, Noëlla Diaz-Iglesias. Bonsoir, Noëlla. Oui, bonsoir. Vous êtes... Alors, je vais peut-être présenter aussi votre livre, j'aurai peut-être pas le temps en fin d'émission. Même pas peur. Je trouve que ça va bien, ce titre, pour le débat de ce soir aussi, non? Oui, c'est vrai. On a vraiment fait preuve d'une force assez extraordinaire. Ouais. Et on n'a pas eu peur des grandes institutions pour revendiquer nos valeurs. Ouais. Toutes debout. Et puis, qui est avec nous également, Camille Vanoff. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vanoff, je suis... Vanoff. Même chose aussi, employé du mois, vous. Je vais le montrer aussi, Sentimental Kiss. Ça, c'est le dernier qui est sorti. Ouais, ça c'est sorti il y a tout juste 1 an. Oui, moi je suis hyper contente de participer aux fêtes. Je trouve ça un peu émouvant que tout le monde en France et en Belgique et en Espagne ait envie de célébrer la BD un peu partout. C'est bien de dire fêtes parce que ce sont des fêtes. Hein. Je veux dire, c'est joyeux. Il ne faut pas croire non plus que c'est un truc un peu lourd. Non, je vous vois acquiescer, Justine, mais c'est ça, il faut peut-être le rappeler. C'est exactement ça. En fait, quand ce qu'on appelle les verpentes, donc qui sont derrière vous, sont apparus, on a tout eu un grand sourire qui est apparu sur nos visages. C'est génial comme idée. Parce que oui, c'est festif, c'est vrai que ça vient de revendications, mais c'est super festif. Et l'idée était vraiment de dire, on ne va pas nous priver de notre fête, on va faire notre fête à nous. Ouais. On va parler de cette fête, de tous les événements qui s'y déroulent à Bruxelles, et il y en a beaucoup. Avant ça, on va essayer de comprendre quand même votre travail et votre engagement. Est-ce qu'il faut s'imposer un peu plus quand on est une femme dans la bande dessinée, Alix, encore aujourd'hui? Je présume que oui, puisque les chiffres le démontrent. C'est que quand on voit les filières de bande dessinée dans les écoles d'art en Belgique, à Saint-Luc notamment, que ce soit à Liège, à Bruxelles, il y a à peu près 50% de femmes, filles, garçons. Donc pendant les études, parmi les étudiants et étudiantes. Et puis ensuite, plus on monte dans, entre guillemets, la hiérarchie, le nombre d'auteurs et d'autrices publiés, ensuite le nombre d'artistes qui sont primés,
qui reçoivent des bourses, il y a de moins en moins de femmes et force est de constater qu'il existe un entonnoir. Et donc ça, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Alors ça s'efface et ça s'est déjà considérablement effacé, disons, depuis 20 ans. Ouais. Mais on n'est pas du tout encore à la parité en termes de reconnaissance. Ouais. Maya, vous confirmez ça? Vous voyez, par exemple, vous êtes sortie de l'école, c'était Saint-Luc aussi, je crois? Oui, c'était Saint-Luc aussi. Ouais. Et oui, je le confirme. Enfin, il y a énormément de femmes et personnes issues des minorités de genre dans les classes... en tout cas dans ma classe à Saint-Luc et dans les classes qu'il y avait au-dessus et en dessous de moi. Et c'est vrai que déjà juste, enfin moi j'ai pu aller en festival. Déjà juste en festival, en fait, on voit une différence dans les personnes qui viennent dédicacer, dans les rencontres. Et oui, il y a comme un plafond de verre aussi qui est plus difficile à atteindre pour les autrices et notamment pour faire leur premier livre. Ouais, c'est fou qu'on parle encore de plafond de verre aujourd'hui en 2026, Camille. On a l'impression que c'est un monde ancien tout ça, mais pas du tout. Oui, c'est assez terrible et j'ai l'impression, moi je le vis aussi en festival, que ça peut arriver lorsque je parle à des auteurs ou des éditeurs très installés de sentir qu'on va m'écouter un peu moins ou un peu m'infantiliser parce que... Ah ouais. Je suppose, parce que je suis une nana, il y a aussi Maya qui a fait tout un travail théorique sur la bande dessinée girly, qui serait un style plus féminin. Et c'est quand même quelque chose qui est encore assez dévalorisé. Donc ce serait pour vous mettre dans une niche, quoi. Ouais. Non seulement ça nous met dans une niche, en plus c'est un style qui est dévalorisé. Et c'est encore des choses qu'on entend des auteurs qui prétendent qu'on peut deviner le genre d'une personne à son trait, par exemple. C'est encore des choses qu'on peut entendre aujourd'hui et qui paraissent vraiment... aberrante, quoi. Ouais. Noélia, vous sentez aussi ce sentiment? Bah oui, quand même. Et surtout moi, je fais plutôt de la jeunesse, en fait. Ouais. Mais même si je fais de la bande dessinée jeunesse ou des livres jeunesse, j'aborde quand même des sujets intelligents pour les enfants. Et parce que je les prends pas non plus pour des cons. Bah oui, c'est un peu ça. Et du coup, je suis vite réduite à ton trait, il est trop jeunesse, du coup, ça ne va pas pour s'adresser à un public plus grand. Alors qu'en fait, on peut très bien avoir un trait plus jeunesse, mais faire des récits complètement adultes. Ouais, donc c'est des barrières qui bougent pas beaucoup. Ouais. Je parlais du monde ancien, mais c'est vrai que jusqu'au début des années 2000, ça a été, c'était le royaume des hommes, c'était la bande dessinée. C'est un domaine réservé aux hommes, les dessinateurs, les auteurs, les personnages aussi forcément. C'était lié, et bien sûr les éditeurs aussi. Il faut pas oublier les éditeurs. Mais même dans les comics, même aux États-Unis, c'était assez masculin. Même au Japon, dans les mangas, ça a été assez masculin. Et puis les femmes étaient complètement invisibilisées. Il y a eu des pionnières comme Claire Bretéché. Je ne sais pas si vous avez toutes lu peut-être Claire Bretéché. On a l'impression que c'est très très vieux, mais bon, heureusement qu'elles étaient là. Pas la seule non plus, Catherine Norris, Pénélope Bagieux avec Culotté. Est-ce que vous lisiez ce genre de BD? Je sais pas. Moi, il y avait des albums de Claire Bretéché quand j'étais petite. À la maison. J'ai démarré comme ça. Voilà, c'était les BD que lisaient mes parents. Mais celle qu'on doit citer, je trouve, aujourd'hui, c'est Anouk Ricard. Oui, bien sûr, les petits verres. Voilà, elle vraiment, elle incarne aujourd'hui toute cette mobilisation. Et puis, je veux dire, en plus, elle a un travail qui est reconnu, qui est drôle. Je veux dire, c'est une autrice vraiment, vraiment géniale. Mais donc, oui, il y avait déjà ces figures qui étaient là, qui pouvaient montrer la voie, en fait, le chemin. Mais je pense qu'elles ont pas mal galéré aussi. Florence Estac, je pense, on a pas mal parlé aussi. Ouais, Maya? Ouais, si je peux rebondir, il y a des chiffres en fait sur les pourcentages de femmes autrices qu'il y avait avant les années 2000. Et c'est lié à des rapports qui s'appellent les rapports de l'ACBD, qui maintenant, aujourd'hui, s'appellent les États généraux de la bande dessinée, oui. Qui expliquent qu'avant les années 2000, il y avait environ 7% d'autrices. Je ne sais pas quand, j'ai pas exactement... 7%. 7% d'autrices, donc c'est peu, mais c'est quand même déjà plus que Claire Bretéché et Florence Estac. Et il y a aussi un travail qui est mis en place par les institutions d'invisibilisation du travail des autrices. C'est ça, ça veut dire qu'elles... Ouais. Oui, il y avait 7%, ça veut dire... Oui, donc on dit toujours 1% en ouais, gros, mais il y a toutes les autres qui étaient invisibilisées. Il y en a d'autres qui étaient invisibilisées. Il y a ce plafond de verre dont je parlais tantôt, où en fait il y a des autrices, je sais pas, qui étaient les coloristes ou les scénaristes de leurs compagnons, qui n'étaient pas forcément créditées dans les livres. Ah ouais. Il y a aussi des autrices qui faisaient des livres dans des petites maisons d'édition pour lesquelles elles n'étaient pas vraiment payées et du coup qui n'ont pas
atteint un certain stade d'argent pour être comptabilisées comme des autrices et donc comptabilisées dans ces 7%. Donc voilà, il y a plein d'autrices qui sont aussi invisibilisées dans la manière qu'on a de faire nos chiffres et dans la manière dont on a de parler de l'histoire. Et en fait, c'est pour ça que je voulais préciser que je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas du tout eu que Claire Bretéché et justement de dire qu'il n'y a eu que elle, ça efface toutes les autres. Et Claire Bretéché, on a aussi beaucoup parlé d'elle avec des termes masculins et en la rapprochant d'une forme de génie. Et du coup, ça pouvait aussi souligner son travail comme intéressant parce qu'il était proche de celui d'un homme et pas parce qu'il était le sien. Oui, je comprends. Mais il y avait une ambiance un peu sexiste aussi à l'époque. C'était l'époque des magazines, genre l'Écho des Savanes, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune peut-être pour connaître ces magazines, mais c'était dans l'air du temps, Alix, non ? En fait, c'est exactement ça. C'était le reflet d'une époque, de son époque. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens que ça agace, qu'on dise ça aujourd'hui, mais voilà, il faut absolument le constater, le reconnaître, le regarder dans les yeux, et pour essayer d'aujourd'hui faire les choses autrement et ne pas systématiquement reproduire les mêmes schémas. Et c'est un peu ça qu'on a aussi reproché au Festival d'Angoulême. Citons par exemple un des premiers scandales, c'était en 2016, quand la shortlist pour le Grand Prix, qui est le prix le plus prestigieux qu'on puisse recevoir, est sortie. Elle avait été composée par le festival. Il n'y avait que des auteurs masculins qui composaient cette shortlist. Et là, alors tout le milieu a bondi sur sa chaise en disant mais bon sang, des femmes, il y en a plein et elles méritent une reconnaissance folle. On n'est plus en 2000, là, on est en 2016, quoi. Et ça aussi avait été balayé d'un revers de la main par l'organisation du festival. C'est-à-dire que les autrices se font entendre quand même maintenant. Enfin, je veux dire, il n'est plus question de passer ce genre de choses sous silence. On se souvient de l'affaire Bastien Vivès aussi, il n'y a pas si longtemps. Oui. Ouais, moi j'ai envie de réagir justement par rapport aux fêtes interconnectées de la bande dessinée qui sont en train de s'organiser maintenant, qui sont organisées en très 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 grosse majorité par les femmes et les minorités de genre. Et de fait, il y a plein d'événements. Si on regarde rien qu'à Bruxelles, il y a plein d'expos. Ces expos, elles sont en non-mixité aussi, donc c'est que des femmes et des minorités de genre qui sont exposées. Ces expos ne sont pas vides. Et il y en a plein dans 3 pays quand même. Hein, donc, voilà. Donc ça, il y a quelque chose de vraiment très satisfaisant d'une réponse pour les personnes qui, encore aujourd'hui, se permettent de dire il n'y a pas beaucoup de meufs dans la BD, on les voit pas trop, on ne sait pas trop si elles existent ou pas. Là, il y a vraiment une réponse où, de fait, on est là et on se rend visible. J'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après Girl Scout, non ? C'est quand même un moment fort, non, dans l'histoire de la BD. Je ne sais pas, Noélia, si vous voulez réagir. Oui, c'est d'office un moment très fort en fait. Enfin, je crois même que c'est la première fois dans l'histoire peut-être de la BD où c'est un métier où on est très solitaire, on est seul derrière notre table et en fait on n'a fait que pendant déjà, on a fait 3-4 mois que ce collectif s'est fondé et il tient en fait juste avec cette hargne qu'on a de dire en fait on est là et on en a marre et on veut qu'on nous voie. Ouais, c'est vrai que ça tient. On en parlait avant l'émission, Justine. Vous disiez même l'impression que c'est un miracle que ça arrive à tenir comme ça avec toutes les tensions que ça peut avoir, mais Oui, je pense que c'est difficile de toute façon de mettre tout le monde d'accord dans tous les aspects collectifs, dans tous les lieux de collectivité. Et ici, malgré tout, je pense qu'on a un objectif commun et que donc on arrive à dépasser ce qui peut nous séparer pour regarder dans la même direction. Je voulais répondre à votre question. Vous demandiez est-ce qu'on nous écoute aujourd'hui ? Moi, je pense que le fait qu'on soit allé jusqu'au boycott est en fait lié au fait qu'on n'écoutait pas. Et donc, il n'y a pas cru pendant longtemps, hein, je veux dire, à Angoulême. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure, on a dû aller jusque-là. Donc, pour resituer un petit peu, il y avait quand même certaines avancées qui étaient prétendues par l'organisateur du festival d'Angoulême en disant « Ok, mais on va changer ceci, on va changer cela ». Et on sentait que certaines personnes commençaient à se ramollir un petit peu en disant « Oh, ben, ça a l'air d'aller mieux, allons-y ». Et c'est vraiment les autrices et voilà, tous les artistes issus des minorités de genre qui ont dit non, nous n'irons pas à Angoulême. Donc 285 personnes qui ont signé ce manifeste publié dans l'Humanité, qui ont dit malgré les pseudo-prétendus avancements, nous n'irons pas, nous boycottons. Ça veut dire se priver de l'exposition. Ça veut dire une Anouk Ricard qui renonce à l'exposition qui lui est consacrée. Économiquement, c'est pas rien non plus. Hein. C'est énorme en fait ce qui se passe à Angoulême. Même pour quelqu'un qui n'est pas très connu, avoir un stand et faire des dédicaces, c'est quand même vendre pas mal de BD. Donc le fait que tous ces auteurs et toutes ces autrices disent nous n'irons pas, c'est immense ce qu'elles ont fait. Ouais. Il faut signaler qu'il y avait les auteurs aussi. Effectivement, il n'y avait pas que les autrices qui ont décidé de ne pas y aller. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs et autrices avant disaient « nous menaçons de ne pas aller s'il n'y a pas une réforme ».
Mais les 285 Ça, autrices ont dit nous n'irons pas au autrices. Festival d'Angoulême s'il est organisé par 9e Art Plus. Ouais. Est-ce que vous croyez que le mouvement MeToo a changé un petit peu les choses dans la société? Est-ce que voilà, les témoignages de femmes se sont accélérés, donc ça a peut-être renforcé indirectement la place des femmes dans la BD? Je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je veux bien. Oui. Oui, clairement. Et je pense que MeToo a fait des enfants, on va dire, et il y a beaucoup de milieux artistiques qui ont eu leur propre MeToo, et il y en a notamment un dans la bande dessinée qui s'appelle MeToo BD, qui est un compte Instagram Qui fonctionne? Qui fonctionne, ouais, et qui a aussi beaucoup pris part en fait dans le girl code et aussi en 2016, MeToo était présent, mais de base ce MeToo c'est une page Instagram qui met en ligne des témoignages anonymisés de personnes qui ont subi des violences sexistes, sexuelles et discriminatoires et qui sont autoristes de bande dessinée ou pendant des festivals, quoi, ou des libraires ou des coloristes, ou en tout cas des personnes qui ont un lien avec la bande dessinée. Et je pense aussi que MeToo, de manière générale, a aidé à vulgariser en fait plein d'idées féministes qui n'étaient pas forcément connues de tout le monde à un grand public. Ouais, Camille? Oui, j'ai aussi l'impression que ce qui a vraiment fait déborder le vase des protestations contre le festival d'Angoulême, c'était, donc on savait depuis des années qu'il y avait énormément de problèmes, on pourra y revenir, mais vraiment ce qui a fait qu'on s'est dit que c'était plus possible, c'était un scandale, qui est l'affaire Chloé, où c'était une employée... On peut le rappeler peut-être pour les gens qui ne connaissent pas cette affaire? Oui, c'est ça, c'était une employée de 9e Art Plus, qui la société qui organise le La société, festival. oui, pardon, qui organise le festival d'Angoulême et qui a été violée pendant l'une des soirées du festival d'Angoulême et qui a porté plainte et a été renvoyée. Et ça s'est su peu de temps avant le festival d'Angoulême 2025 et vraiment il y a eu des protestations énormes, il y avait écrit partout « Chloé, on te croit ». Et en fait, je pense que le fait que... sa parole ait pu être entendue, c'est possible grâce à MeToo. Je pense que justement le festival a vraiment tout fait pour l'étouffer vraiment à l'ancienne et que en fait voilà, on commence quand même à ne plus avoir cette patience et à être un peu sensibilisé au fait qu'il faut croire les victimes et des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à MeToo. Alice Garin. En fait, ce qui est super enthousiasmant dans tout ça, dans le constat qu'on peut faire de MeToo, celui du boycott et girl code du festival d'Angoulême, c'est que quand on se mobilise, en vérité, on est toujours plus nombreuses et nombreux que ceux qui décident. Et ça, ils ont tendance à vouloir l'oublier, à se croire les seuls au pouvoir. Mais quand nous, on dit stop, en fait, la machine s'arrête. Quand les autoristes ne veulent pas venir dédicacer, les stands sont vides. Ça n'intéresse pas les maisons d'édition de venir. Ça coûte un pognon de dingue pour les maisons d'édition d'aller à Angoulême. Si leurs autoristes ne sont pas là pour dédicacer, faire vendre des livres, ça n'a aucun intérêt d'y aller. Et ça, la société 9e Art Plus, elle a voulu prétendre l'oublier pendant très longtemps, mener sa barque toute seule, sans écouter aucune revendication de cette fête qui est pourtant là aussi pour nous, pour notre visibilité, pour célébrer notre art, ce qu'on a envie d'en faire, ce qu'on a envie d'en montrer au public. Et en fait, c'est bien fait pour eux. Ouais. On va revenir sur votre travail, sur votre quotidien. On aimerait comprendre comment vous vous en sortez. Noélia, par exemple, vous m'avez dit, est-ce que vous avez le statut d'artiste? Oui, j'ai le statut. Ça vous aide à pouvoir pratiquer la bande dessinée ou pas assez? En fait, c'est vraiment une bouée en fait qu'on a la chance d'avoir. Une bouée de sauvetage qu'on a la chance d'avoir en Belgique parce que, en fait, quand on travaille dans la bande dessinée, on travaille sans salaire et du coup, en fait, soit on doit avoir un emploi à côté ou donner des ateliers ou faire d'autres choses et ce statut permet du coup de pouvoir juste vivre en fait, pouvoir survivre pendant qu'on fait... Vivre ou survivre? Ouais. Plutôt survivre, non? Plutôt survivre, oui, pendant qu'on fait notre bande dessinée. Ouais. Qui a son statut ici d'artiste? Les deux. Ça vous sauve aussi, Camille Oui, moi je vis vraiment uniquement sur le statut d'artiste. Et ça va? Ça va. Il y a une chose dont on parlait aussi avec Maya, c'est que c'est des métiers où on gagne pas beaucoup de sous, où on est précarisé. Et en fait, une des conséquences de ça, c'est que il y a beaucoup de personnes pauvres, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne peuvent se permettre d'entrer dans ce métier que si ils ont déjà une sécurité financière derrière. Ouais. Et du coup, moi, je sais que j'ai mes parents à Bruxelles et que ça va. J'ai jamais été
en crise. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une sécurité que je n'ai pas et que c'est pas beaucoup et qu'en plus ce statut il est tout le temps menacé politiquement. Et pour l'instant je vis grâce à ça, mais c'est un peu l'aventure. Il y a des talents qui pourraient s'exprimer mais qui ne peuvent pas, simplement parce qu'ils ne sont pas soit soutenus par une famille ou soit par un autre métier, etc. Ah oui, donc oui, on perd tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Ah oui. Vous confirmez, Justine? Moi, en tout cas, ce que je peux partager comme expérience... Vous avez un autre métier à côté. Oui, hein. Moi, j'ai un métier avec un salaire. Donc, je travaille en tant que journaliste à mi-temps. Et donc, j'ai cet autre métier d'autrice de BD qui apparaît maintenant. Ce qui est difficile aussi quand on essaye de trouver un équilibre économique. Donc, par exemple, on va travailler à mi-temps en tant que prof ou peu importe. C'est que ça nous coupe de la création. Donc, il faut bien s'imaginer ce que c'est que de créer une BD. C'est un processus très long, très lent. Par exemple, scénarisé, on va être plongé dans nos idées pendant très longtemps. Par exemple, pour celle-ci, ça c'est votre BD. Vous avez mis combien de temps pour la faire? Alors là, c'est pas vraiment représentatif parce qu'il y avait une deadline qui était très short. Okay. Donc, je n'ai eu que 14 mois pour la faire avec mon job à côté, mon enfant. Ça a été très, très, très compliqué et j'ai pu le faire parce que j'ai eu accès notamment pendant 1 mois à un espace de coworking sans que je doive le payer. J'y ai accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui m'a permis de travailler de 10h à 2h du matin pendant 1 mois pour respecter à la fin la deadline. Ah ouais. Vraiment, c'est pour vous, ça peut être très, très intense. Mais on dit en général qu'il faut 2 ans pour une BD. Évidemment, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend du nombre de pages, chaque cas est particulier. Mais imaginez 1 an de scénario, 1 an de dessin. Si vous êtes tout le temps coupé comme ça par votre autre emploi et que vous n'arrivez pas à vous imprégner, à vous plonger dans la création, vous sortez de votre processus créatif en fait. Ouais. Et donc la qualité de la BD va en payer le prix. Maya, vous confirmez ça? Oui, moi je confirme. Vous venez de sortir, donc ça vous fait pas peur Vous venez de sortir de l'école, je veux dire. Hein. Ça vous fait pas peur justement Moi j'ai de la chance parce qu'en fait j'ai déjà pu signer un contrat avec un éditeur qui me permet de vivre, quoi. Ouais. Mais et à côté je dois faire des dossiers pour avoir des bourses. Et j'ai obtenu la bourse, donc encore une fois, je m'estime chanceuse. Et vous avez le statut ou pas? Non, j'ai pas le statut, mais je vis sur mon avance sur droit de mon éditeur, plus sur une bourse qui m'a été octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, je viens d'avoir la nouvelle que j'ai été prise en résidence, et c'est une résidence qui est payée. Et donc, du coup, je vais aussi pouvoir vivre sur ça. Donc, pour que les gens comprennent, ça veut dire que vous pouvez vous en sortir, vous avez, à la fin du mois, vous... Non, là, à la fin du mois, si on calcule tout, j'ai 800 €, quoi. J'ai 800 € par mois. Ouais, donc ça reste quand même de la précarité, quoi. Oui, c'est vraiment précaire, quoi. Et en fait, cet été, j'ai travaillé dans l'ORECA, clairement. On est obligé de faire autre chose. Oui, sinon c'est compliqué. Oui, Noélie. Je peux rebondir là-dessus. Par exemple, là, pour l'organisation du festival, depuis décembre, on est vraiment à fond dessus. Et moi, en fait, j'ai mis entre parenthèses un projet d'édition auquel je suis censée travailler. Donc, j'ai dit à mon éditrice, écoute, je vais pas pouvoir m'y mettre dessus parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer avec l'organisation des fêtes. En fait, ça me prend tout mon temps. Et j'ai des commandes d'illustration que je dois vraiment d'abord fournir à mes prestataires. Et elle vous dit quoi En fait, j'ai une éditrice super qui m'a dit « Ok, je vous soutiens à fond là-dessus, vas-y, on en reparle après ». Mais du coup, c'est mon statut d'artiste qui m'a permis de me dire « Ok, là, je peux mettre entre parenthèses mon travail et je peux me concentrer à vraiment à faire les fêtes, en fait. » Bon, il y a encore des éditrices humaines, alors heureusement. Ouais. Je montre quand même une de vos récentes... on ne dit pas BD, mais... c'est une BD, en fait. Celle-là, c'est une BD. Oui, c'est une BD, elle n'a pas de case, c'est vrai. Ça, on peut citer l'éditrice? Là, c'est un éditeur, c'est Thomas chez CFC. D'accord. Même chose par rapport à ce qu'on disait, vous avez le statut, Non, vous n'avez pas en fait. Je n'ai pas le statut d'artiste, mais je suis salariée dans un job qui me permet tous les mois de payer mes factures, donc je travaille à mi-temps, et ce, malgré le succès quand même certain de mes 2 albums. Quand Justine parle de coupure, quand elle travaille hors BD, vous ressentez ça aussi? Oui, je la comprends très bien, c'est très juste. En effet, quand tous les jours ou plusieurs fois par semaine, on doit s'arrêter, quitter sa table à dessin pour aller servir dans un resto ou aller être pigiste, ou moi en l'occurrence, je suis illustratrice dans une agence de communication, c'est tout lâcher. Et donc, oui, ça demande une capacité à jongler qui est très très exigeante et qui peut évidemment pas convenir à tout le monde. Et c'est injuste de l'exiger. Comme c'est injuste aussi d'exiger des artistes de rester dans la précarité. Ouais. On en parlait un petit peu hors plateau, mais ça c'est une volonté politique évidemment. Ouais. Et est-ce que c'est plus difficile encore quand on est une fille plutôt qu'un garçon, cette situation de précarité?
Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, enfin, je pense que oui, parce que justement, en début d'émission, il y a Camille qui parlait de la bande dessinée girly, on a parlé d'édition jeunesse, et en fait, il y a une forme de sexisme aussi dans la manière dont sont rémunérés les autoristes, et les sujets qui vont être associés à des thèmes plus féminins, ils sont moins rémunérés. La BD jeunesse, c'est moins rémunéré, la BD girly, c'est moins rémunéré, c'est moins visible en librairie, il y a moins de com autour de ça. Donc du coup, aussi, par un biais sexiste éditorial, il y a moins d'argent pour des femmes qui, des fois, sont obligées d'aller dans des segments éditoriaux juste pour des questions Juste de pour genre. gagner leur vie. Ouais, Alix. Alors que la majorité du lectorat du livre papier est féminine. Ouais. Ça, on le sait. Aujourd'hui, il y a encore eu des chiffres qui sont sortis récemment. C'est majoritairement les femmes qui lisent. Donc, on ne peut pas opposer l'argument de « oui, mais ça se vend moins », etc. Pas du tout. La BD jeunesse, ça cartonne. Donc c'est vraiment à nouveau une volonté. Ouais. S'il n'y a pas une responsabilité des libraires aussi, en tout cas peut-être de certains libraires qui ne mettent pas assez en avant vos livres, je ne sais pas, Justine. Moi, je n'ai pas observé ça. Je suis récente. Dans le milieu, ce que j'ai observé des libraires, justement, c'est souvent des engagements, c'est beaucoup de soutien très sincère. Pour les libraires indépendants, mais par exemple les grosses librairies comme Fnac, tout ça. Non, je sais pas. Je sais pas, là c'est plus la loi du marché. Oui, Ouais. c'est des grosses industries, mais ça je sais pas. Et dans les grandes maisons d'édition, par exemple au Lombard, comment ça se passe, par exemple au niveau salarial? On parlait peut-être de différences salariales. Vous le sentez aussi quand on est une femme autrice ou quand on est un homme? Alors déjà, il y a quelque chose à souligner qui est très important, c'est que comme dans tous les milieux, c'est très difficile de parler d'argent entre nous. Je veux dire, c'est assez récent. Ça reste tabou, c'est fou. Ça reste extrêmement tabou. Et très récemment, j'ai été agréablement surprise de voir des camarades venir me demander « Tiens, et toi, t'as signé à combien ? Parce que moi, là, je suis en train de négocier, je sais pas trop comment faire et tout. » Et qu'on balance toutes et tous nos chiffres sur la table, c'est extrêmement important. Donc au Lombard, je peux pas parler des avances sur droit de mes collègues. Après, bon, voilà... moi, je trouve que je suis très très bien lotie là-bas. C'est une belle maison qui respecte ses artistes. Donc voilà, à titre tout à fait personnel, je m'en tire très bien. Et c'est ça aussi qui me permet parfois de pouvoir prendre la parole pour d'autres, pour qui ce serait plus difficile et qui n'ont pas cette exposition médiatique, qui n'ont pas leurs arrières assurées, quoi. Ouais, c'est important d'être dans une bonne maison d'édition. Enfin, j'imagine que oui, mais vous êtes chez Bayard, vous par exemple, vous vous sentez soutenu aussi ou pas? J'ai une expérience 5 étoiles, moi, chez Bayard. Je suis super contente. Vous pouvez peut-être réagir par rapport aux maisons d'édition. Vous, c'est chez... Moi, je suis chez l'employé du mois. Oui. Et, Maison bruxelloise, ouais. Maison bruxelloise. Comme Lombard, d'ailleurs. Je les adore. Ils font un travail extraordinaire. Mais c'est une expérience très différente parce que c'est vraiment une très petite maison d'édition indépendante. Et du coup, ils n'ont pas de sous. Et du coup, ça fait que... eux-mêmes n'ont pas de sous. Oui. Eux-mêmes n'ont pas de sous. Et du coup, pour faire Sentimental Kiss, ma bande dessinée, moi, j'ai été peu rémunérée, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment, quand je dis que je vis grâce au statut d'artiste, en fait, il y a vraiment une idée reçue que les auteurs et les autrices vivent grâce à leurs livres. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas, quoi. C'était vraiment des bonbons. Enfin, c'était chouette que le livre existe et l'accompagnement est extraordinaire. Mais c'est pas la même chose d'être dans une petite maison d'édition qui n'a pas de sous et dans une grosse maison d'édition. Et je pense que même dans les grosses maisons d'édition, en fait, on ne vit pas de nos livres, quoi. Je sais pas, Alix? Il faut un gros coup de chance ou un très très gros succès ou une très longue carrière qui se construit de livre en livre et qui, au bout d'un moment, vous avez tous les livres précédents qui continuent un petit peu à rouler en librairie et donc 2 fois par an, parce que c'est aussi comme ça que ça marche, hein, l'édition, c'est qu'on touche nos droits 2 fois par an. Donc tous les 6 mois, on touche potentiellement une somme plus ou moins grande. C'est pas du tout régulier. Ouais. Parce que les maisons d'édition font leurs calculs 2 fois par an. Par rapport à leur vente Par rapport à leur vente, par rapport au retour, donc les livres qui avaient été commandés par les libraires mais qui ne se sont pas effectivement vendus, donc qui reviennent aux maisons d'édition. Tout ça est un calcul très difficile, qui parfois dans certaines maisons est extrêmement opaque, où c'est très mal communiqué aux artistes. Donc là aussi, il y a parfois quelque chose à souligner. Il y a des maisons d'édition qui sont rachetées par des grands groupes aussi, et finalement tout devient un petit peu opaque, on ne sait pas trop... Là, je me positionnerai pas. Je suis pas sûre que ce soit on invitera des éditeurs et voilà. J'en profite pour quand même saluer les petits éditeurs, enfin petits.
les petites maisons d'édition, notamment bruxelloises, je pense l'Employé du Mois, mais aussi Frémoc, et il y en a d'autres, parce que là aussi c'est un combat pour essayer de publier des auteurs émergents et pas que. Maya, ça c'est un fanzine en fait, c'est ce qu'on appelle un fanzine ou pas? Ouais. Ça c'est une solution aussi pour se faire éditer. Le fanzine c'est différent. Le fanzine c'est différent, c'est aussi, c'est une manière de publier son livre à coût moindre. À moindre coût. À coût réduit. C'est une manière de publier son livre à moindre coût. Et c'est aussi, je pense que dans le fanzine, on peut publier des sujets qu'on ne va pas forcément publier dans des livres qui vont être publiés dans des grosses maisons d'édition. Ah oui, sur les thématiques, vous voulez dire? Sur les thématiques, parce qu'en fait, des fois, c'est distribué en festival. Moi, ce livre-là, c'est moi qui l'envoie à des personnes, quoi. Et donc, du coup, ça fait que je pense qu'on peut parler de sujets plus intimes ou de sujets plus personnels et que c'est aussi une alternative éditoriale. On parle souvent du fanzine comme un genre d'écolage à la bande dessinée. Il y a beaucoup d'étudiants qui en font et je pense que dans un sens c'est vrai, mais il y a aussi des autoristes qui sont aujourd'hui, je sais pas, très bien installés. Je pense à Delphine Panique ou je sais pas, à Julie Delporte qui continuent à faire des fanzines parce que c'est une forme éditoriale qui leur plaît et il y a un côté alternatif, il y a un côté excitant aussi, je trouve, dans le fanzine. Non, ça se distribue pas spécialement en librairie, donc on peut le trouver aussi dans des bars, etc. Ouais. C'est une autre vie, en fait, c'est une vie parallèle. Oui, et puis c'est quelque chose qui est vraiment issu, en partie, ça a une histoire très compliquée, mais de la culture punk rock, vraiment des milieux très alternatifs. Et il y a vraiment cette idée aussi qui me plaît de quelque chose d'immédiateté, que vraiment on peut faire une bande dessinée et le lendemain la photocopier, la distribuer à ses amis, c'est déjà un fanzine. Tout à fait. On salue Émilie Plateau aussi, qui est une dessinatrice bruxelloise et qui travaille aussi dans le fanzine. Il y a un fanzine pour Girl Scout, d'ailleurs, il faut le dire. On pourra le trouver un peu partout, Alix. Parlons alors du fanzine pour le Girl Scout de Bruxelles. Oui, de Bruxelles, bien sûr. On peut le trouver ce jeudi, 29 janvier, entre les pages du Le Soir, le journal Le Soir, je vais le montrer, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de publier, imprimer et distribuer ce fanzine pour lequel notre équipe a eu absolument carte blanche et dans lequel on revient donc sur l'historique du Girl Scout, la backstory du festival d'Angoulême, comment ont émergé les fêtes interconnectées, le programme, des jeux, des témoignages. C'est très très chouette, c'est hyper pédagogique, c'est hyper varié en termes de style et voilà, c'est dans les pages du soir. Il y a des jeux et puis on apprend aussi toute l'histoire du Girl Scout, tout ce qui s'est passé avant. C'est une fête, on le rappelle, interconnectée. Ça veut dire quoi? Que tout le monde toutes les villes sont ensemble, c'est ça? C'est ça, c'est une date, plein de villes, une charte commune aussi qui a été écrite par les membres initiales du Girl Scout et qui définit un petit peu quel est l'état d'esprit, quelles sont les valeurs que l'on a envie de défendre. Donc l'inclusivité, l'horizontalité, le fait qu'on va arrêter de segmenter. Justement, on a évoqué le fanzine, la BD mainstream, les plus petites maisons d'édition. D'habitude, tout ça est fort scindé à ces festivals, ces réseaux. Et là, on a envie de rassembler tout le monde. Parce qu'en fait, on est tous animés par les mêmes passions. C'est ça, l'horizontalité. Pas de concours aussi, j'ai vu dans on met personne en avant. Je veux dire, on est tous ensemble. Effectivement, ça fait partie de la charte qu'on n'a vraiment pas envie de faire de hiérarchisation et de faire de compétition dans un métier qui, on l'a dit, qui est déjà difficile et où vraiment on a plus... En fait, dans la pratique, on n'est pas tant dans un rapport de compétition, on est vraiment plus dans un rapport à se soutenir les uns et les unes les autres. Mais par contre, c'était dans la charte, les cérémonies parodiques étaient encouragées. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment à Colomiers, où ils avaient quand même fait des sélections de bandes dessinées qui leur avaient plu. Mais par exemple, pour choisir qui allait recevoir le prix, c'était des jeux très arbitraires où il fallait taper sur un tambour à un moment précis. Oui, c'était faux. En fait, c'était du faux, quoi. Non. C'était du faux et ça mettait en avant le fait que ces prix sont arbitraires et qu'en fait, il y a... Ah oui, c'était pour pointer ça, quoi. Voilà. Et qu'en fait, l'art de la bande dessinée, de manière générale, méritait d'être célébré et vraiment, c'est vraiment un aspect super important. Et pas seulement, d'ailleurs, entre les auteurs et les autrices, mais aussi entre les différents métiers. On parlait tout à l'heure du fait que les coloristes sont souvent invisibilisés. Là, il y avait les imprimeurs et les imprimeuses qui sont aussi encouragés à participer. Il y a des journalistes. Enfin, il y a vraiment tous les métiers qui ont participé à ça, quoi. Ouais, très rapidement, on arrive à la fin. Et oui, si je peux rajouter un truc, il y a aussi les théoriciens et théoriciennes de la bande dessinée qui ont rejoint ce mouvement et qui amènent aussi leur pierre à l'édifice
par leur savoir. Voilà, allez-y, c'est pendant 3 jours, on est jeudi, donc c'est pendant 3 jours jusqu'à dimanche, dans plein de lieux à Bruxelles. Il suffit d'aller sur le site Girls Scott, il y a un X au milieu, il est important ce X, girlscott.org, des expos, et puis les librairies, ils participent aussi à Léviathan, les yeux gourmands, puis il y a les ateliers du tonnerre, le CHAF, le Sterput, enfin bon... ça se passe un petit peu partout, entre Saint-Gilles, on va dire, et le centre-ville, et puis dans des librairies, Stropisme aussi et d'autres. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Et puis bonne fête. Merci. Bonne fête quand même. Merci. Et puis achetez de la BD, lisez de la BD, toutes les BD, c'est fantastique. Et puis c'est plein de thématiques aussi qui nous touchent tous et toutes. Merci beaucoup. On se retrouve nous jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.